Bonjour, je suis Bruno Ferré, chirurgien orthopédiste et je dirige aussi une équipe de recherche dans la modélisation dynamique du pied et de la cheville. Nous allons essayer de vous expliquer la mécanique de la marche chez l'homme. C'est l'acquisition de la marche bipodale qui a permis à l'homme de libérer sa main et de développer des outils, donc de développer son cerveau. Marcher, c'est se déplacer dans un univers gravitationnel d'une manière bipodale, en tout terrain, dans toutes les directions, à vitesse variable et en dépensant le moins d'énergie possible. Toutes ces conditions doivent être réunies pour que l'on puisse parler de marche. Dès qu'une de ces composantes se dégrade, l'homme passe progressivement de la marche à un simple déplacement de plus en plus pénible. Un univers gravitationnel est un univers où toutes les masses s'attirent entre elles. L'homme l'étend vers le centre de la Terre. Cette notion de gravité induit la notion de force que nous définirons un peu plus loin dans l'exposé. L'homme est le seul primate bipodal en permanence. La différence avec les oiseaux, qui marchent aussi en bipodal, est que leurs centres de gravité sont situés sous les articulations des hanches, alors que le nôtre est situé au-dessus, ce qui a des conséquences importantes en matière de maintien de l'équilibre. Marcher en tout terrain signifie que le pied est capable de s'adapter à la forme du terrain tout en étant capable de se rigidifier pour supporter les forces propulsives sans se disloquer. Marcher dans toutes les directions implique qu'il existe une chaîne cinématique qui va être capable de s'orienter dans l'espace et de faire en sorte que les forces soient toujours orientées dans la bonne direction. À vitesse variable implique qu'il existe des systèmes de recrutement des forces. En dépensant le moins d'énergie possible, ce qui est indispensable pour que l'homme puisse survivre à la surface de la planète sans être obligé de manger en permanence pour assurer ses déplacements. Ces économies d'énergie s'expliquent par des processus extrêmement complexes, y compris au niveau histologique. Il faut, pour comprendre la marche, avoir une démarche récursive. Il faut d'abord avoir une vue d'ensemble des mécanismes, avant d'essayer de comprendre chaque élément constitutif de ce mécanisme. Ce n'est qu'à la fin de ce cycle qu'il est possible d'avoir une vision d'ensemble satisfaisante de ce processus mécanique complexe. La marche est un phénomène cyclique, ce qui explique que la production des forces propulsives est intermittente. On oppose classiquement pendant ce cycle une phase aérienne et une phase où le pied est en contact avec le sol. Cette phase est elle-même divisée en 3 périodes que nous étudierons plus loin dans l'exposé. Nous allons devoir expliquer comment les forces sont créées et comment elles orientent pour propulser l'individu, puis comment le cycle s'entretient presque automatiquement en consommant peu d'énergie. Pour comprendre la marche, nous devons décrire la chaîne cinématique qui permet le mouvement, les forces qui animent cette chaîne cinématique et la manière dont elles sont produites, enfin la manière dont sont contrôlées ces forces. La chaîne cinématique est composée de l'ensemble des articulations qui sont connectées entre elles et qui sont interactives. Il s'agit du complexe pied-cheville, du genou, de la hanche, du rachis lombaire, et à l'autre membre inférieur, de la hanche, du genou, et du complexe pied-cheville. Rachis lombaire et hanche permettent, pendant la phase aérienne, l'antépulsion du bassin par rotation autour d'un axe vertical. La hanche est la seule articulation à 6 degrés de liberté, multi-axe, dans la chaîne cinématique. Il s'agit d'un véritable gouvernail qui permet les changements de direction. Le genou, lors de la marche simple, fonctionne comme une charnière, à grande amplitude et à axe quasi perpendiculaire à la ligne de marche. Les mouvements dans les autres plans et ces systèmes de verrouillage complexes sont largement utilisés dès que les mouvements sont plus complexes. Il est synchronisé avec les articulations transversales du pied. Au pied, 2 groupes articulaires, tibiotalienne et métatarso-phalangienne, présentent un axe perpendiculaire à la ligne de déplacement et sont capables de grandes amplitudes. Ces groupes sont synchronisés avec le genou.
Toutes les autres articulations du pied, hormis les interphalangiennes, sont des articles à faible amplitude, avec des axes plus ou moins proches de la ligne de marche, voire l'axe de Encke pour la soutalienne. Ces articulations permettent au pied de s'adapter au sol. En regardant les choses plus en détail, nous constatons que toutes les articulations n'ont pas des axes parallèles entre eux et ne sont pas perpendiculaires à la ligne de déplacement. De plus, les axes de rotation des articulations ne sont pas fixes et changent de position au cours de l'excursion des amplitudes articulaires. Le cheminement de la localisation des axes n'étant d'ailleurs pas les mêmes lors d'aller et du retour, par exemple lors de la flexion dorsale et de la flexion plantaire de la cheville. Cela s'explique par le fait que les articulations ne sont pas des articulations parfaites au sens mécanique du terme, la tibio-tarsienne n'étant pas, par exemple, cylindrique, mais en tronc de cône. Par ailleurs, les surfaces articulaires proprement dites ne sont pas régulières. Ces deux facteurs expliquent la non-fixité des axes de rotation. Les cartilages, qui sont les tissus assurant le glissement des articulations, épouseront ces formes à la géométrie complexe, en assurant un glissement quasi parfait grâce à des caractéristiques très particulières de lubrification à basse vitesse. Compte tenu de cette mécanique un peu particulière, un peu floue dirions-nous, les moyens d'assemblage et les moyens de contrôle vont être aussi très éloignés de ceux que l'on trouve dans les systèmes mécaniques habituels. Les ligaments, qui sont les moyens d'assemblage des os entre eux, sont externes et sont constitués de nappes dont seule une partie est tendue à un instant T du mouvement. En d'autres termes, seule une partie d'un ligament est isométrique à un moment donné, les parties isométriques de chaque ligament changeant d'un instant à l'autre. Ces articulations, ainsi unies, ne sont pas ajustées comme pourrait l'être une articulation mécanique, mais présentent du jeu, d'où la nécessité d'autres systèmes pour contrôler le verrouillage des articulations. Le premier élément de contrôle est un élément mixte, statique et dynamique. Il s'agit de l'assemblage entre l'aponévrose plantaire et les plaques plantaires, qui par un effet d'allongement de la voûte sous l'effet de la charge, verrouille les métatarsalophalangiennes et applique les orteils au sol. Le deuxième facteur de contrôle est représenté par les tendons des muscles extrinsèques. Ils agissent directement sur les os au niveau de leurs insertions, indirectement par un effet de poulie aux endroits où ils se réfléchissent sur les os, indirectement aussi et à distance, via leur réflexion sur des sangles aponévrotiques qui sont attachés à l'os, par exemple le rétinaculum antérieur. Enfin, les muscles intrinsèques représentent un moyen de contrôle extrêmement important et mal connu. Ils sont fondamentaux pour assurer le verrouillage des articulations lors de la marche, notamment en tout terrain. Pour compléter ce mécanisme, il existe des parties molles à la structure histologique très particulière qui assurent la transmission des forces au sol. Il s'agit de la coque talonnière en arrière et des coussinets plantaires en avant. Ce modèle articulaire complexe, incomplètement compris, que nous avons décrit pour le pied et la cheville, est un modèle universel qui se retrouve dans l'ensemble de la chaîne cinématique impliquée dans la marche. C'est cet ensemble qu'il convient de reproduire dans les clones numériques si nous voulons pouvoir simuler correctement la marche et ses pathologies. Pour animer la chaîne cinématique, il faut qu'il existe des forces, qui sont des actions mécaniques capables de déplacer ou de déformer un corps. Les forces sont représentées par des vecteurs. Le vecteur permet de décrire dans un seul concept un point d'application, une direction et une intensité. Les valeurs dérivées de la force, par rapport au temps, vitesse et accélération, sont aussi des vecteurs, ainsi que la quantité de mouvement. La manière dont les forces interagissent avec la matière sont régies par des lois dites les lois du mouvement de Newton, qui s'appliquent sans restriction aux très faibles vitesses observées lors de la marche. Selon le premier principe, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans laquelle il se trouve, à moins que quelques forces n'agissent sur lui et le contraignent à changer d'état. Selon le deuxième principe, les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice. Ils se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée.
Le troisième principe indique que l'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Connaissant les forces et sachant comment elles sont régies, nous pouvons maintenant examiner quelles sont les forces en présence pendant la marche. La première est la gravité, toujours présente, qui attire le corps, dont le centre de masse est situé en L3. D'autres forces s'opposent au mouvement. Il s'agit des différents frottements, qu'ils soient externes comme le vent, ou internes lors des glissements intratissulaires, qu'ils soient macroscopiques ou microscopiques. Enfin, les forces propulsives, de sens inverse aux forces précédentes, provoquent le mouvement. Nous allons les étudier plus en détail. Ces forces propulsives sont intermittentes et ne sont produites que lors de la dernière phase du pas, au niveau de l'avant-pied, qui assure la répartition des forces sur la surface du sol, sur une surface suffisamment large pour maintenir la pression intratissulaire en deçà du seuil qui les détruirait. Nous entrevoyons ici tout le champ des pathologies de l'avant-pied. Les muscles produisent des forces, mais ont un double rôle. Ils créent des forces par la contraction de leurs unités musculaires et ils emmagasinent dans leurs composantes élastiques de l'énergie pendant certaines phases de la marche qu'ils vont restituer ainsi dans les phases suivantes, ce qui est un puissant facteur d'économie d'énergie. Les muscles peuvent donc être décrits comme un vérin hydraulique mis en parallèle avec un ressort, l'ensemble de ces deux systèmes étant lui-même en série avec un ressort plus petit. En plus de ce système très élaboré, à l'origine de la faible consommation énergétique de la marche, l'organisation des insertions musculaires en muscles polyarticulaires assure une synergie entre les articulations, génératrice d'encore plus grandes économies d'énergie. Ce système aboutit à la création de forces qui sont orientées en haut et en avant lors de la phase propulsive, comme le montrent les enregistrements d'un sujet marchant sur une plateforme de force. Il est à noter que la trajectoire des différents points de la chaîne cinématique, cycloïde au niveau de la face plantaire, s'aplatit à mesure qu'on se rapproche du centre de gravité. Au total, lors de la marche stabilisée, chez le sujet en bonne santé, il s'instaure une résonance entre le membre qui est au sol et le membre qui est dans la phase aérienne, ce qui aboutit à une marche harmonieuse et peu énergivore. C'est ainsi que nous pouvons, au niveau du pied, qui est la seule partie du corps en contact avec le sol, distinguer trois phases. Une phase de prise de contact du pied avec le sol, décrit à tort comme une phase de freinage, alors qu'il s'agit d'un choc élastique qui renvoie une grande partie de la quantité de mouvement vers le membre contralatéral. Lors de ce choc, le système ne doit pas se disloquer, comme il le fait, par exemple, dans les instabilités de cheville. Puis, lorsque le pied est à plat sur le sol, survient une phase d'adaptation du pied au sol, où le pied doit, grâce à sa plasticité, s'adapter à la forme du terrain avant, grâce à ses systèmes de contrôle, de se rigidifier pour pouvoir supporter les forces propulsives sans se déformer. Nous sommes ici dans tout le champ pathologique des pieds plats, qui sont des pieds qui ne peuvent plus se rigidifier et qui deviennent apropulsifs, et des pieds creux qui, à l'inverse, sont trop rigides et inadaptables. Enfin, la phase propulsive peut survenir. Elle dure entre 100 et 150 millisecondes. Il s'agit du moment où l'avant-pied produit des forces qui sont orientées en haut et en avant, assurant la stabilisation du centre de gravité et sa propulsion vers l'avant. Il s'agit d'une phase critique où l'avant-pied doit être à la fois solide et mobile et stable, faute de précipiter le pied dans les pathologies complexes de l'avant-pied, qui peuvent toutes être comprises avec les éléments biomécaniques que nous avons exposés. Un tel système ne peut bien sûr fonctionner longtemps et dans toutes les circonstances qu'avec des systèmes de contrôle extrêmement élaborés, ce qui nécessite l'existence de capteurs qui apprécieront les conditions de l'environnement et des systèmes de traitement de l'information provenant de ces capteurs. Ces contrôles sont répartis au niveau loco-régional, médulaire ou central, avec des possibilités de commande conscientes
pour que la marche et la déambulation soient au service de l'individu. Tous ces systèmes sont bien décrits par les neurologues. Au total, la marche normale est un système économe en termes d'énergie, qui épargne la mécanique en filtrant les vibrations, qui peut se faire presque sans contrôle conscient, avec de nombreuses redondances, pour que le système puisse à l'occasion continuer à fonctionner en mode dégradé, pendant qu'il se répare seul ou avec l'aide de la médecine et ou de la chirurgie. Enfin, vous comprendrez que les troubles de la marche sont extrêmement complexes. Ils dépassent largement le cadre de l'orthopédie, faisant plus appel à la connaissance de la neurologie. Cependant, ils s'observent, ils se documentent, ils s'expliquent et parfois peuvent se guérir. Les références bibliographiques sont multiples. Je ne citerai que 4 références dans 4 domaines essentiels à la compréhension de la marche. Un traité de mécanique, Feynman, prix Nobel de physique en 1965, à lire absolument pour comprendre la mécanique. Un livre d'anatomie, le Sarafian, qui est le livre de référence pour l'anatomie du pied. Un livre généraliste sur la marche, de La Fontaine, pour retrouver les notions admises habituellement en la matière. Enfin, un article de McKeown sur les intrinsèques, qui explique leurs rôles fondamentaux dans la physiologie du pied en faisant appel à un concept novateur.